première chose, c'est ne pas faire avant une connerie, quoi. Ne pas se mettre dans la galère avant. Ça, c'est extrêmement important. Donc, vous savez, quand on est devant les écrans toute la journée, on a des pressions, il faut le savoir, parce que quand on le fait comme moi depuis 30 ans, c'est très difficile de rester devant un marché et ne rien faire. Et ne rien faire, c'est faire quelque chose. C'est prendre des décisions de ne rien faire. C'est attendre quelque chose. Et c'est pour ça, quand je vous dis que tout le trading est basé sur des repères, c'est le secret pour moi de la réussite du trading, c'est les repères et axer son trading sur ces repères. Donc moi, je me suis fait tout un tas de repères. Il est clair que je ne peux pas les expliquer aujourd'hui, parce que ce que je me suis fabriqué, par exemple, je passe, dans un stage de formation, je passe à peu près 5 heures à les expliquer, 5-6 heures. Et à la fin, les gens ne comprennent pas tout. Et c'est pour ça d'ailleurs que je leur dis à chaque fois, écoutez, chez moi, il y a une obligation de moyens. Enfin, moi, je me crée une obligation de moyens vis-à-vis de vous. C'est-à-dire que le stage, vous pouvez le refaire 1 fois, 2 fois, 3 fois gratuitement. 4 fois, 5 fois. Il y en a qui sont venus 8 fois. Ça ne me dérange pas. Je laisse toujours une petite place. Bon, 8 fois, c'est quand même rare. Mais enfin, c'est arrivé. Enfin, c'était sur les options. Puis le gars, il s'est tellement passionné qu'il a fait un logiciel. Je ne sais pas s'il est dans la salle, Stéphane. Non, je ne sais pas, je ne crois pas. Donc, en tout cas, vous voyez, moi je travaille avec des trucs comme ça. Alors, l'approche intraday. Là, je me fixe des niveaux d'intervention beaucoup plus proches. Je considère que tant que le marché baisse, il va continuer de baisser. Et s'il se met à monter, il va continuer de monter. Le plus compliqué, c'est à partir de quelle baisse on considère qu'il va continuer de baisser, et à partir de quelle hausse il va continuer de monter. C'est ça la base de l'analyse technique chartiste, c'est savoir est-ce que un micro-mouvement est caractéristique d'une tendance qui peut se mettre en place. Ça, c'est pas facile à mettre en place, enfin à détecter. Donc moi, je travaille avec des sens prioritaires. Je me fixe des sens prioritaires. En ce moment, je privilégie un sens baissier à très court terme sur le CAC 40. Voyez-vous? Donc ce matin, j'ai cherché à vendre le marché autour de 3420. Et j'ai proposé notamment 33,5. Alors je ne sais pas si on l'a fait, 33,5, non pas encore. Mais vous voyez, sous 30, là c'est une zone de résistance. On a vendu déjà avant, mais on complétait, si vous voulez, jusqu'à 33,5. Je n'hésitais pas à vendre par anticipation. Quand je vends par anticipation, je vends contrariante. C'est-à-dire que si je pars d'un point bas et que je vends à 33, ça veut dire que le marché est en train de monter. Donc il ne faut pas que je me trompe, puisque le marché monte. Je vais contre lui. Mais je considère que le mouvement de reprise n'est pas annonciateur d'une poursuite de la hausse. Au contraire, c'est une respiration haussière qu'il va falloir jouer contre. Sur laquelle il va falloir vendre pour reprendre. Un mouvement de baisse, il ne se fait pas en ligne droite comme ça baisse, ça remonte, ça baisse, ça remonte. Et là, pour moi, ce n'était qu'une reprise pour vendre et jouer la poursuite du mouvement baissier. Donc en tout cas, là, moi je suis vendeur sur le marché. Et ensuite, ce que je vais essayer de mettre en place, ce sont des signaux techniques qui vont peut-être me dire, bon, je vous en parle comme ça dans les grandes lignes, à partir du moment où cette moyenne mobile, vous voyez, va passer rouge, il y a déjà une première alerte. Ensuite, il y a cet histogramme, à partir du moment où il va fixer rouge, il va y avoir une deuxième alerte. Une fois que c'est fait, on va déclencher un signal de vente suivant des spécificités que vous connaîtrez si un jour vous venez dans mes stages. En tout cas là, je suis vendeur et je vais essayer de me racheter, par exemple, sur des écarts types que j'ai remarqués sur un marché. Vous savez, pour gagner en bourse de l'argent sur les marchés, il faut accepter des pertes temporaires, il faut accepter que le marché n'aille pas d'un point A à un point B en ligne droite, et il remet en cause, mais il remonte, il rebaisse, il monte, il baisse. Donc là, par exemple, il a fait quoi? Il a fait 29 au plus haut, disons 3430. Probablement que vers 3411,5, j'achète. Je rachète ce que j'ai vendu. Ça, c'est typiquement l'écart que je vais chercher à réaliser, au moins sur une partie de ma vente, en cas de repli du marché. Donc là, tout ce que j'ai vendu plus bas ou plus haut, c'est-à-dire si j'ai vendu à 23 ce matin, parce que j'avais commencé à vendre là, enfin à 18,5, même je commençais à 18,5, j'ai racheté, j'ai revendu, j'ai racheté, j'ai revendu, et là, tout ce qu'on va avoir vendu, on va en racheter une grande partie sur un niveau, par exemple, de 11,5. Donc c'est ici, là.
On va mettre un trait, puis si on le fait tout à l'heure, on en reparlera, j'en sais rien. C'est ici, là. Voilà, ici. Là, je vais racheter. Je sais que j'ai un support 10-15, 3410, 3415, c'est le niveau que je vous ai mis, enfin que j'ai donné sur BFM ce matin. Donc c'est un niveau sur lequel je vais racheter quelques positions. Voilà. Et puis je vais réattaquer à la baisse, je ne sais pas trop comment, sous 3350. Donc comme c'est très loin, c'est pas d'actualité en intraday. Donc bon, ça ne fait pas partie de mon plan immédiat. Voilà. Des trucs très simples. Après, une fois que j'ai vendu, quel est le niveau à partir duquel je me rachète? Vous ne pouvez pas prendre une position à la vente sans avant avoir choisi un niveau à partir duquel vous allez considérer que vous avez eu tort de vendre. Il y a plusieurs niveaux, bien évidemment. Il y a des niveaux extrêmement proches, il y a des niveaux extrêmement éloignés. Le niveau éloigné, c'est 3505 franchis. Donc ça veut dire que là, je vais me racheter à 3517,5, par exemple. 3517, j'achète. Enfin, je rachète tout ce que j'ai vendu. Je considère que je me suis trompé. Donc je suis prêt à prendre une perte, alors là, réelle, entre une vente à 3400, on va dire entre 20 et 30, que j'ai réalisé, mais que je l'ai réalisé. Hein. Si mon compte était ouvert, vous entendriez bing si jamais on revient en arrière, parce que je suis déjà positionné à l'achat. Bon, alors je me suis mis un peu plus bas, parce que avant de quitter le bureau, j'avais mis un ordre, je n'avais plus 3400, j'ai voulu gratter, j'ai dû me mettre à 6,5, un truc comme ça. Mais je sais que tout ce que j'aurais vendu à 3510, je rachète. Moi, j'appelle ça la gestion du pire, c'est-à-dire que c'est pas bon, c'est perdant, c'est mauvais, mais au moins ça a le mérite d'exister dans ma tête, c'est mon repère. À partir de là, je ne cherche plus à comprendre, je rachète. Mais entre le pire et la réalité, peut-être que je vais gagner, et peut-être que si le marché me montre dans l'après-midi qu'il ne veut pas baisser, bah, je ne suis pas non plus débile, donc je vais sortir. Si le marché me donne une porte de sortie, je vais sortir. Voyez-vous? Mais il est important pour moi qu'avant 15-16 heures, le marché me donne raison. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que le marché, ça c'est un marché futur CAC 40 qui obéit à des règles strictes de fonctionnement. On n'est plus sur des marchés de gré à gré où là, on a tout simplifié pour vous. Il y a des avantages à travailler sur les CFD, gré à gré, etc. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas ignorer et qui sont issues du marché qui est le plus important, qui est donc le marché réglementé, futur, qui est un marché centralisé. Hein, c'est un marché centralisé sur lequel nous sommes tous acteurs possibles et on fixe, avec nos achats, nos ventes, on participe à fixer un prix. Mais en contrepartie, on doit respecter des règles. Et c'est ça que je reproche à beaucoup de gens, c'est qu'ils vont sur les marchés sans connaître les règles de fonctionnement. Les règles de fonctionnement ont un impact extrêmement important sur le comportement des acteurs du marché. Des règles qui vont agir sur le mental, donc qui vont participer à l'impact psychologique. Vous êtes sur les marchés dérivés. Qui dit dérivé dit effet de levier. Qui dit effet de levier, obligation de prendre une décision dans un délai plus ou moins court. Pourquoi? Parce que vous jouez avec des effets de levier plus ou moins importants. On va dire que plus vous allez jouer avec des effets de levier importants, plus vous serez obligé de prendre une décision rapide. Alors, vous ne pouvez pas ne pas connaître les règles, même si vous travaillez sur un CFD. Parce qu'un CFD, c'est tout simplement la reproduction d'un prix issu d'un marché comme le futur CAC 40. En fait, qu'est-ce que fait le CFD? C'est comme un bookmaker. Il copie, en gros, le marché futur, le marché sur lequel il y a réellement un carnet d'ordres, une centralisation de tous les ordres de tout le monde, et il met le prix avec une fourchette offre-demande. Il y a un seul niveau, bien sûr, puisqu'il n'y a pas de matching des ordres sur un CFD. Alors qu'il y a un matching des ordres, une confrontation des ordres sur un marché centralisé. Et puis, sur le CFD, quand vous achetez ou vendez, alors peut-être que vous n'avez pas les règles de liquidation, de compensation à 17h35, de J+1 à 18h15, et puis autres règles que certains imposent, comme l'augmentation des dépôts pour la nuit, etc. Mais le prix qui est repris sur le CFD, il vient de ce marché sur lequel il y a des règles. Donc si vous ne connaissez pas ces règles, et
ses obligations d'agir, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi le CFD, lui aussi, comme il suit le marché centralisé, il va reproduire les mêmes, produire les mêmes mouvements. Alors là, vous voyez, il y a 1, 2, 3 bougies. Là, vous voyez. Alors moi, la forme des bougies en 2 minutes, on s'en fout complètement. Hein. C'est simplement pour visualiser le sens dans lequel elles se mettent en place. À partir du moment où il y a 3 bougies, je commence à me demander si je n'ai pas intérêt à me racheter. Là, par exemple, en temps réel, si je suis derrière mes écrans et si ma position était trop importante, mais il faudrait vraiment qu'elle soit trop importante, ce qui ne serait pas le cas. En gros, vous voyez, on a 20.5. Allez, si on touche cette ligne, normalement, ça serait une indication que si je ne veux pas me laisser embarquer, c'est peut-être là qu'il va falloir que je sorte. Voilà. Je vous le mets comme ça, on verra si ça marche ou pas. Sinon, je vise toujours la ligne basse, vous voyez, vers 17,5, 11, là, par là. Bon, j'en étais où? Je sais plus. Cet impact psychologique, ce mental, les règles de fonctionnement à comprendre. Les CFD? On était parti sur les CFD? Oui, mais sur le CFD, donc il y a des règles, il n'y a pas trop de règles de fonctionnement. L'intérêt des CFD, c'est la souplesse, ce ne sont pas des contrats standardisés comme sur le CAC, hein, sur le Rodol et tout. Il y a beaucoup de souplesse, donc il y a des avantages. Mais ces avantages, la simplicité des règles de fonctionnement, etc. Mais c'est pas parce que vous travaillez sur un CFD avec toutes ces règles allégées, cette souplesse, donc il y a de l'intérêt à y aller. Notamment, moi, je m'en suis servi pour apprendre aux gens à travailler sur des micro-positions. Hein. On peut faire des dixièmes de CAC, par exemple, alors que sur le CAC 40, le contrat standardisé d'un futur CAC 40, ça représente au nominal 35 000 € minimum. Ça fait de l'argent, quand même. Donc, comme moi, au minimum, je conseille d'en faire 3. Ça fait un investissement, vous voyez, de 100 000 €. Enfin bon, c'est important. Bon, mais c'est bon, ça efface l'alerte, parce que j'avais 3 bougies qui fixaient une situation. On vient de passer en dessous, l'alerte est effacée. Donc déjà, ma ligne, là-haut, elle a moins d'intérêt déjà. Et je vais remplacer ce repère par un autre. Voilà. Comment? Ouais, je suis en 2 minutes, là. Voilà. Ouais, je suis en 2 minutes. Bon, enfin, le marché, là, il est super mou, hein, il n'y a pas de volume. Là, quand je suis parti, il n'y avait vraiment que dalle. C'était chiant. Il n'y a pas grand-chose. Moi, la pire des situations, vous savez, c'est quand le marché manque de vitesse. C'est l'horreur. Parce que ce qui est dur pour un trader, c'est de prendre une position et d'attendre. Dans le bouquin que j'ai écrit, j'ai mis du temps à identifier les... En fait, moi, j'ai essayé de traduire par des formules mathématiques, des ressentis, etc., pour m'aider à ne pas faire de bêtises, pour m'aider à travailler, etc. Et il y a un facteur vachement important, c'est le temps qui passe. Le temps qui passe, c'est très très difficile, parce qu'à la différence d'un joueur de casino, celui qui joue sur les marchés financiers, au début, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont prendre position. On ne sait pas quand est-ce qu'on va prendre position. Alors que quand on joue au casino, on décide de lancer, d'appuyer sur le bandit manchot, ou de mettre les cartes pour jouer au blackjack, etc. Enfin, c'est une décision qu'on prend, de jouer à la roulette, etc. Là, sur un marché financier, on ne sait pas quand est-ce qu'on va prendre position. On ne sait pas si on va avoir la réponse dans 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, une heure. On ne sait pas si on va gagner dans un quart d'heure. Est-ce qu'on va gagner dans une heure? Est-ce qu'on va perdre dans un quart d'heure? Est-ce qu'on va perdre dans une heure? Et surtout, la pire des choses, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir se refaire, éventuellement. Et cette tentation, justement, de vouloir se refaire trop vite, etc., ça entraîne des pressions mentales extrêmement importantes. Et si on n'est pas vraiment fort dans sa tête, si on n'est pas avec des règles de fonctionnement extrêmement précises, et si on n'a pas systématisé son approche, bah écoutez, franchement, c'est super compliqué. Et en tout cas, pour être efficace, pas pendant 3 jours, 5 jours, une semaine, un mois, pour être efficace pendant longtemps, il faut se fixer des règles comportementales extrêmement précises, extrêmement fortes, parce que sinon on pète les plombs, quoi. On se met à imaginer je sais pas quoi, à prendre ses rêves pour les réalités, et puis surtout avoir la trouille parfois. La trouille qui fait qu'on n'arrive pas à tenir les positions. Vous savez, tenir une position, c'est compliqué. Alors, paradoxalement,
Le plus compliqué, c'est de tenir une position gagnante. Quand je vous parlais de repères, il y a deux types de repères. Il y a des repères positifs qui vous permettent de construire du gain et des repères négatifs qui sont que vous courez après les pertes que vous avez faites. La constitution immédiate d'un repère négatif, c'est j'ai pris position, j'ai acheté à 45, le marché vaut 35, et votre repère immédiat, c'est de vous refaire, c'est-à-dire que de retrouver 45. Donc votre repère, c'est un repère négatif construit par le fait que vous avez acheté, mais qui n'a rien, qui n'est pas du tout en liaison avec le marché lui-même. Voilà, vous aimez les gens, c'est là où la psychologie va intervenir. J'ai par exemple acheté à 45, ça vaut 20, merde, je suis dans le mauvais sens, ça remonte, ça remonte, je suis en train de me refaire, oh là là, je récupère mon pognon, je me tire. Ils ont construit une stratégie basée sur un repère négatif. Mais quand vous vendez comme ça, par exemple, et que vous visez un repli du marché, là c'est un repère basé sur une objectivité totale de la prise de position que j'ai pu faire. Pourquoi? Parce que ce plan, il est fait avant que je prenne position. Et il y a le plan d'entrée, le plan de sortie au pire, le plan de sortie, c'est-à-dire sur le niveau que j'ai mentionné, pour essayer de gagner un petit peu d'argent. Voilà. Donc il y a un plan précis qui est mis en place et on le suit. En bourse, vous savez, c'est très compliqué de gagner beaucoup d'argent. Parce que pour en gagner beaucoup, il faut commencer par en gagner un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Mais pour gagner un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus, il faut attendre encore un petit peu plus, un petit peu plus. Il faut attendre, il faut attendre, il faut attendre. Quand on attend, le marché il fait un peu de hausse, un petit peu de baisse. Ah merde, j'aurais dû vendre juste avant. Mais il remonte, j'ai bien fait, et puis il rebaisse, il remonte, il rebaisse. Il ne va pas d'un point A à un point B en ligne droite. Si vous n'avez pas un plan précis dans votre tête, vous n'arriverez jamais à attendre les 200 points peut-être qu'il y a à gagner. Moi, je peux vous garantir que avec une technique bien carrée, on arrive à gagner. Moi, j'arrive à faire des trades de... Bon, alors pas dans la journée forcément, hein, c'est encore plus dur, vous allez peut-être me dire, mais 300, 400, ça m'est arrivé de faire 500 points. 500 points, ouais. Par exemple, je ne sais pas si vous en souvenez, c'était en quelle année? C'était en 2010. Oh, je ne sais plus, je suis pas mes écrans, je suis un peu crevé là, mais... T'as marqué une bonne mémoire, je me souviens plus. 2010, quand est-ce qu'on a acheté l'appart avec les gars? Putain, je suis fané. 2010, hein, on a joué 4000, 3940 vendus, racheté à 3350. Vous vous rendez compte? 600 points. Annoncé à l'avance sur BFM, d'ailleurs, je l'avais dit. On avait racheté à 3550, oh, je sais plus. 500, ouais, 500, enfin bon, 400 points, enfin énorme, quoi. Pour tenir un écart comme ça, il faut vraiment avoir un plan. Si vous n'avez pas un plan, vous allez craquer bien avant, vous ne les gagnerez jamais. Et alors, dites-vous bien dans votre tête, vous regardez les graphiques et vous vous dites, mais à chaque fois qu'on est passé de là à là, ça ne s'est pas fait en ligne droite. Donc, il faut pouvoir supporter les rebonds du marché, etc., etc. Quand je m'adressais à Marie qui est là, qui travaille avec moi, que vous avez vu sur TF1 d'ailleurs, peut-être, elle est là, c'est la starlette de TF1, avec Harry Rosalmack. Marie, lève la main. Tu vas pas lever la main, Marie? Je t'avais dit de ne pas venir. Bon, on a fait quoi là? 13,5? Bon, franchement, moi souvent, si j'ai le doigt sur la gâchette, je vais peut-être payer un petit peu plus. Hein. Enfin, on l'a bien accroché, bon, c'est bien, voilà. Ça, c'est un écart typique, voilà, un petit retrait de marché. En plus, c'est peut-être la stat, là, en fait, il y a eu la stat, qui a dû 14h30, ouais, c'est ça. Ça remontait un peu. Bon, de toute façon, là, je vais continuer toute la journée, donc à vendre, à acheter, et je vais jouer un sens prioritaire qui est la vente puis le rachat, dans une perspective intraday. Dans une perspective plus long terme, je suis plutôt neutre aujourd'hui sur les marchés. Franchement, je suis plutôt neutre. Le problème étant que, comme la volatilité a beaucoup baissé, je ne peux pas vendre des options. Ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup. Ce que je serais plutôt tenté de faire, ce sont des calls synthétiques, puts synthétiques. Ça veut dire achat d'options, achat de call, vente de futur, achat de put, achat de futur. Et bon, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ça. Bon, là, c'est très très simple hein, comme technique. Si jamais, pour ceux qui font des options, on peut quand même en vendre, bien évidemment. On peut toujours essayer d'en faire un petit peu, mais il faut en faire très modérément. Et moi, en ce moment, ce
que j'avais proposé, bon, ben, c'est d'abord de faire des ventes en décalé pour essayer d'optimiser les écarts, enfin la valorisation des options. Donc sur les points hauts, j'ai vendu des calls, et puis là en ce moment, j'essaie de vendre des puts. Et je vends un ratio de 2 calls pour un put. Parce que je ne veux pas me faire avoir en cas de hausse de volatilité. Quand on vend un call, c'est beaucoup moins dangereux que de vendre un put. Pour 2 raisons, c'est que c'est vrai, la hausse, ça va moins vite. Mais c'est pas ça le truc le plus important. C'est que quand le marché monte, la volatilité baisse. Donc, le temps joue pour vous, et quand vous avez vendu le call, et que vous commencez à être sensibilisé sur le call, la volatilité est en train de baisser. Quand vous vendez un put, plus on s'en rapproche, plus vous perdez sur le put, mais en plus, la volatilité monte. Donc ceux qui font des options comme ça, il y a quelques spécialistes probablement par ici, dans la salle, faites souvent plus de calls que de put. Vraiment. Moi, c'est en tout cas ce que je vous conseille. Alors en ce moment... Excusez-moi. Oui. Quand vous vendez des calls, vous détenez le sous-jacent, vous faites des ventes. Alors, quand je vends des calls, non, je détiens rien du tout. Je vends du rêve. En fait, vous savez, Donc perte illimitée. Perte illimitée, gain limité. Probabilité de gain maximum. Vous savez, le métier des banques, enfin, la théorie des options consiste à dire que, entre autres, hein, que c'est toujours le gagnant qui gagne à la fin. Regardez, vous prenez un varan, les calls varan, les puts varan. Vous, client, vous avez le droit d'acheter le call, ou vous avez le droit d'acheter, le droit de vendre le put. Donc, ok, mais vous n'avez pas le droit de vendre. Qui vend? La banque. Donc, second axiome, qui pourrait être un théorème, qui pourrait se démontrer, c'est de dire que c'est toujours le gagnant. Donc, le gagnant, c'est toujours celui qui vend l'option. C'est pour ça que c'est ce que fait la banque. Le second axiome, on va dire, c'est je vends en haute volatilité plutôt qu'en basse volatilité. Et c'est vrai que je gagne toujours à la fin, à condition que je fasse un peu mon boulot, c'est-à-dire que je le protège, plus ou moins, que j'essaie un petit peu de le protéger. Voilà. C'est ça les principes de base. Enfin, qu'est-ce que vous voulez dire par là? J'essaie de le protéger. Je fasse une gestion de delta, par exemple. D'accord. Vous connaissez un peu les options? J'ai travaillé sur les options. Ok. Donc, cette idée de penser que le vendeur de call ou de put est inconscient de prendre un risque illimité... Si demain il y a une OPA sur la valeur... Ah, bah, d'abord, entendons-nous. Entendons-nous. Alors là, ok, vous avez raison. Moi, je ne fais ça que sur les indices. Ok? Donc déjà, tout ce qui est rumeur de faillite, rumeur d'OPA, rumeur de ceci, non, ça je... Alors, à ce moment-là, étant donné que la volatilité des options sur les actions est plus importante, si aujourd'hui je me disais, tiens, est-ce qu'il vaut mieux se constituer un portefeuille si j'ai un client qui veut acheter, je vais peut-être lui proposer de vendre des puts Sanofi ou des puts Total, à condition qu'il envisage d'acheter en portefeuille des Total et des Sanofi. Pourquoi pas? Là, on peut le faire. Et en effet, on va soit encaisser le put, soit se mettre mécaniquement acheteur plus bas que le prix coté aujourd'hui. Ok, mais franchement, ça s'arrête là, donc vous avez raison. Moi, je suis acteur essentiellement sur les options CAC 40, DAX, vous voyez, des choses comme ça. On est d'accord. Là, on évite les rumeurs et tout. Oui? Dans la gestion du plan. Ouais. On a un trader sur le Forex, par exemple, comment gérez-vous les nouvelles? Alors, je ne regarde jamais les nouvelles, je m'en fous. Comment? Pour rester dans votre position, Je respecte un plan. Moi, si vous voulez, des nouvelles, il y en a tout le temps. D'ailleurs, je sais pas, c'est trop drôle d'écouter le matin, moi, quand Intégral Bourse commence. Donc, vous avez vu comment ils font, Intégral Bourse commence, on va retrouver, etc. Aujourd'hui, on va attendre ça, ça, ça. Attention, moment important à 16h, et on attend ça, etc. Mais on attend toujours quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'il fait le trader pendant ce temps-là? Il fait rien, vous voyez. Donc moi, je fais abstraction de toute nouvelle. Voilà. Je fais abstraction. Je vais toujours considérer que ça tombe du côté où ça penche. Là, c'est le bon sens. Bon. Et que mon expérience, qui est quand même... qui porte sur du long terme, j'ai constaté que quand il y avait une tendance baissière,
la bonne nouvelle freinait, stoppait temporairement, mais ne faisait pas que le marché reprenne une tendance haussière. Et dans une tendance haussière, la mauvaise nouvelle, c'est pareil. Il y a justement, juste avant ce fameux coup là qu'on avait joué en 2010, là, je crois que c'est fin 2009, et puis il y avait début 2010, le marché était super haussier, on se demandait pourquoi. Je pense que c'était à l'époque où il y avait la Fed qui achetait à mort des contrats futurs. Je me souviens de ce jour, on approchait les 4000 là, et il y a l'indice ADP qui tombe, extrêmement mauvais, le marché se prend 50 points dans la tête, et là les gens ils se disaient ça y est, c'est bon, c'est parti, il faut vendre, l'ADP est très mauvais, très mauvais, très mauvais. Un peu comme, regardez, perte du triple A français. Marché, hop, 300 points de hausse. Et ce jour de l'ADP, moi je me souviens bien, on revenait sur un support, un peu comme là si on venait sur un niveau sur lequel je conseille d'acheter, et moi j'ai dit j'achète. Mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais je m'en fous. Moi j'ai mon plan, j'achète, la tendance est haussière, je continue, tant que le marché ne me dit pas qu'il va baisser, alors après attention, c'est la lecture que vous allez faire de l'indication que vous donne le marché, c'est pas évident. Mais si vous êtes sûr de vous, alors sûr, considérant que moi je travaille d'une manière parfaite. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que la perfection, dans la perfection, il y a l'acceptation de la perte. La perte n'est pas la conséquence d'une erreur, la perte est la conséquence d'un trading parfait. Je parle comme ça, et pour provoquer, bien évidemment, je n'ai pas la prétention d'être parfait, mais je vous dis ça comme ça pour que vous pensiez que si vous perdez de l'argent, c'est pas parce que vous êtes débile, c'est tout simplement parce que vous avez respecté un plan, que la connerie, c'est pas de perdre quelques points, la bêtise, c'est d'insister dans le mauvais sens. Voilà. Donc moi, tant que le marché ne me dit pas qu'il y a une inversion de tendance, je continue à acheter contre vents. Et je vous garantis qu'en faisant ça, d'abord vous êtes efficace, vous ne vous posez pas de questions métaphysiques en permanence, vous gardez tout le temps une objectivité dans votre trading. Y compris dans l'intraday. Y compris dans l'intraday. Alors je ne vous dis pas que parfois vous n'êtes pas influencé par un truc, bien évidemment. Alors il faut respirer bien fort, puis il faut continuer à le faire, tant pis, il faut appliquer systématiquement sa méthode, son trading, etc. Non, c'est vraiment pas évident. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Parce que du coup, avec le spot dans la tête, là, oui, j'avais écrit les considérations techniques et fondamentales s'équilibrent. Comme elles restent bonnes au niveau technique, tout est ouvert pour le court terme. En revanche, il y a toujours de quoi se méfier du long terme. Ok. Arrêt pour l'interrogation. Donc pour moi, c'est ce qui s'est passé. En effet, on a marqué un signal d'arrêt. En tout cas, il n'y a pas d'indication de repli. La tendance reste haussière. Nous restons sur une belle extension. Ah, ça, c'est l'euro-dollar, ça. Alors sur l'eurodoll, tiens, on pourra en parler. Non, pour l'instant, je privilégie en pur intraday un sens plutôt vendeur, mais bon, c'est pas super méchant. Donc si vous voulez, je prends mon bénéfice, etc. Mais j'ai commencé à attaquer le marché un peu à la baisse sous 3500, je vous l'avais donné là, sur 3510,5, et puis je l'ai réattaqué sous 3410. Après. Enfin, non, sous 3435. Ah ouais, le fameux 3435, là, j'ai réattaqué. Le stop à 27,5, parce que le premier coup, on a fait 31, puis boum, on est remonté, et là, on pouvait gagner pas mal. Comment vous déterminez que, justement, les indicateurs restent au vert sur le CAC, sur le long terme, enfin, le moyen terme? C'est sur des unités de temps, c'est l'observation d'un comportement, ouais, sur du daily, ouais, par exemple, ouais, tout à fait. On peut dire ça comme ça. Uniquement